Le polyamour. C'est un mot qu'on a vu passer partout ces derniers temps, surtout sur les réseaux sociaux. Il a déclenché des débats, des polémiques, mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment une fois qu'on met de côté les clichés? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Tout est parti, ou presque, de cette petite phrase. Une phrase choc, tirée d'une émission en ligne qui a fait des millions de vues et a provoqué une véritable tempête. Elle nous jette directement dans le bain, au cœur d'une histoire qui a mis un coup de projecteur sur une façon, disons, très particulière de vivre une relation à plusieurs. Alors voilà, au centre de toute cette agitation, on a un trio, Nexus, Queen et Trinket. Du jour au lendemain, ils sont devenus un vrai phénomène viral. Pourquoi? À cause de leur structure relationnelle et de leurs règles de vie qu'ils ont exposées publiquement et qui sont, pour le moins, assez spéciales. Alors attention, parce que chez eux, la structure, c'est pas du tout improvisé, c'est réglé au millimètre. Nexus, l'homme, est tout en haut de la pyramide. Juste en dessous, il y a Queen, son épouse, qui est la partenaire primaire, et puis il y a Trinket, la petite amie, qui a le statut de secondaire. Et ça se traduit par des règles très concrètes au quotidien. Nexus dit bonjour à Queen en premier, il mange toujours avant elle, et pour les sorties, eh bien la présence de Trinket n'est pas automatique. C'est cette hiérarchie, affichée noir sur blanc, qui a mis le feu aux poudres sur Internet. En voyant cet exemple, forcément la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que c'est ça, le polyamour? Est-ce que le cas Nexus est représentatif ou est-ce que c'est juste une version extrême d'une réalité qui est en fait bien plus diverse et complexe? C'est ce qu'on va creuser. Bon, pour y voir plus clair dans tout ce débat, la première chose à faire, c'est de définir les termes. Parce que non, le polyamour, ça ne se résume pas à l'unique exemple qui a fait le buzz. C'est un concept beaucoup plus vaste. Alors, la définition de base, la voilà. Le polyamour repose sur deux piliers absolument essentiels. Premièrement, la possibilité d'avoir plusieurs relations intimes. Et deuxièmement, et c'est vraiment le point crucial, le consentement et la transparence totale de toutes les personnes impliquées. Le mot d'ordre, c'est l'honnêteté. On ne parle pas de tromperie ici, mais bien d'une structure relationnelle qui est connue, assumée et communiquée à tout le monde. Et ça nous amène à un concept super intéressant, un mot qu'on entend tout le temps dans les milieux polyamoureux, la compersion. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de la jalousie. L'idée, c'est de ressentir de la joie sincèrement en voyant son ou sa partenaire heureux dans ses autres relations. C'est un peu un idéal émotionnel, on va pas se mentir, qui demande un énorme travail sur soi, sur la possessivité et sur sa propre sécurité intérieure. Allez, maintenant qu'on a les bases, on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'au sein même du monde polyamoureux, il y a un grand débat qui oppose principalement deux visions. D'un côté, ceux qui organisent leurs relations avec des priorités, et de l'autre, ceux qui refusent complètement cette idée au nom de l'égalité. En fait, il y a tout un spectre de modèles. On a le modèle hiérarchique, type Nexus, qui établit clairement des partenaires primaires et secondaires. À l'extrême opposé, vous avez l'anarchie relationnelle, qui, elle, refuse toutes les étiquettes et toutes les règles préétablies. Et entre les deux, on trouve plein de nuances. Le non hiérarchique, où chaque relation est unique, ou le solo polyamour, où la personne privilégie son autonomie avant tout. Et bien sûr, chaque modèle vient avec son propre lot de défis. Cette citation d'Andy Nordgren, qui a théorisé l'anarchie relationnelle, elle est capitale pour bien comprendre. Elle dit que ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'absence de règles. Au contraire, l'idée c'est de construire consciemment ses propres règles, ses propres engagements pour chaque relation une par une, au lieu de juste appliquer un modèle tout fait qui vient de la société, comme celui du couple traditionnel. Bon, au-delà des définitions et des théories, vivre des amours pluriels, ça implique des défis très concrets, autant sur le plan émotionnel que sur le plan de l'organisation. Faut être clair, ce n'est pas un chemin de facilité. Pensez-y une seconde, la charge mentale peut devenir énorme. Il faut gérer plusieurs agendas, communiquer en permanence pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, apprendre à gérer la jalousie quand elle pointe le bout de son nez, et à tout ça, on ajoute la pression sociale, le regard des autres et la complexité des ruptures. Parce que quand une relation s'arrête, ça peut avoir un effet domino sur tout le réseau de relations, ce qu'on appelle la polycule. Et c'est là que la psychologie a son mot à dire. Des spécialistes du sujet expliquent que la théorie de l'attachement est super importante ici. En gros, pour naviguer la non-monogamie sereinement, c'est beaucoup plus simple si on a un style d'attachement qu'on appelle sécure. Pour les personnes qui ont un attachement plutôt anxieux ou évitant, le fait d'avoir plusieurs partenaires risque de venir réveiller de vieilles blessures, comme la peur du rejet ou de l'abandon. Alors, la grande question, est-ce que ce mode de vie est fait pour tout le monde? Et surtout, dans quel cas c'est une très mauvaise idée de se lancer là-dedans?
Alors, la grande question, est-ce que ce mode de vie est fait pour tout le monde? Et surtout, dans quel cas c'est une très très mauvaise idée de se lancer là-dedans? C'est crucial d'être vraiment honnête avec soi-même sur ses motivations profondes. Soyons très clairs, il y a de très mauvaises raisons de s'ouvrir à la non-monogamie. Ce n'est absolument pas un pansement magique pour un couple qui va mal. Ce n'est pas non plus une solution si on accepte juste par peur de perdre l'autre. Et pour les personnes qui sont en dépendance affective, l'expérience peut même être carrément destructive. Le polyamour a tendance à mettre une loupe sur les problèmes qui existent déjà, il ne les fait pas disparaître. Et là, on boucle la boucle, on revient au cas Nexus. Cette citation de la sociologue Elisabeth Scheff, elle frappe en plein dans le mille. Elle explique que, oui, une hiérarchie peut parfois servir de cadre rassurant pour certains. Mais quand elle se transforme en un système de règles quotidiennes qui rabaisse un des partenaires, alors là, ça devient toxique. On ne fait que reproduire des dynamiques de pouvoir et de contrôle, les mêmes qu'on critique parfois dans la monogamie, mais en leur donnant un nouveau nom. Au fond, ce qui est passionnant avec ce débat, c'est qu'il nous force à nous interroger sur toutes nos relations, qu'elles soient monogames ou pas. Le vrai sujet, ce n'est pas le nombre de partenaires. Les vraies questions, c'est celle du pouvoir, de l'égalité, de la liberté et surtout de la qualité de la communication qu'on met dans nos liens. Finalement, toutes ces explorations relationnelles, même les plus controversées, comme celle de Nexus, elles nous poussent à réfléchir plus largement. Elles nous demandent si les modèles qu'on a toujours connus sont vraiment les seuls qui existent. Et si, au final, la vraie révolution, ce n'était pas de choisir un modèle plutôt qu'un autre, mais d'avoir la liberté de créer le sien, sur mesure. La question, elle, reste ouverte.